Bonjour, émission On voudrait savoir, une émission qui sera présentée en alternance avec David Didier. Notre premier invité, Élie Califert, maire de la commune de Seclot pendant plusieurs années, qui est devenu député à l'Assemblée, premier mandat, député de la 4e circonscription de la Guadeloupe. Et puis, monsieur Élie Califert, il faut le dire, est apparenté au groupe NUPES à l'Assemblée nationale. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu ses objectifs, ses ambitions et comprendre ce qui s'est passé pendant ces quelques mois derniers à l'Assemblée nationale. Élie Califert, merci d'être notre premier invité. Alors, je le disais, vous avez été maire de Seclot pendant des années, vous êtes élu à l'Assemblée. Parlez-nous un peu de ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé pour la première fois à l'Assemblée, qui ne ressemble en nous que doute, ça ne ressemble pas à une mairie. Eh bien, écoutez, déjà, merci de me recevoir et merci de me faire l'honneur d'être votre premier invité. Et d'après l'information que j'ai à l'instant sur le plateau, écoutez, c'est vrai, entre être maire, être dans une mairie et être à l'Assemblée, il y a 10 ans, quelques longueurs. Mais pour avoir suivi et poursuivre les affaires de l'Assemblée, disons, c'est pas trop dépaysé, mais c'est un autre rythme de travail. Les espaces, on pouvait les connaître parce qu'on a eu l'occasion de les visiter. Et après, la technique de travail, en plus on arrive, faut le dire, au moment où il n'y a pas de majorité absolue. Et il y a un parlementarisme de fait, et il faut dire que les partis politiques au niveau national n'ont pas l'habitude de ce parlementarisme de fait. Donc ça fait quand même des postures parfois cocasses, et moi je dois trouver mes marques à l'intérieur, disons, de ces organisations-là. Déjà, être membre d'un groupe politique. Et moi, vous savez, j'ai toujours été un peu libre de mes engagements. Ensuite, je suis apparenté socialiste, au groupe socialiste. Et donc, nous avons commencé non seulement à découvrir la technique parlementaire, et depuis, nous travaillons à défendre, disons, les intérêts de l'outre-mer, les intérêts de la nation, mais particulièrement les intérêts de la Guadeloupe. Alors, une assemblée très mouvementée que vous avez connue tout de même, que nous-mêmes, on n'avait jamais connue, avec parfois des mots, des insultes même, hein, on a entendu à plusieurs reprises. Comment vous avez vécu tout cela à l'Assemblée? Mais vous voyez, je pourrais dire simplement et sans embâche, ça ne convient pas tout à fait à mon caractère, l'ambiance qui a pu prévaloir à un certain moment. Mais il faut s'y faire. Et dès que la réforme de la retraite. Oui, mais après, vous avez la littérature qui vous dit que l'Assemblée a connu d'autres mouvements, et parfois, disons, des gens sont venus aux mains. C'est pas pour nous réjouir. Il y a à travailler à ce que les échanges soient plus pacifiés et que les gens soient plus dignes par rapport à les gens plus dignes. Enfin, dans tout cela quand même, on a pu faire entendre la voix des Outre-mer, et c'est ce qui est important sur ce début de législature, c'est voir l'ensemble des élus des Outre-mer travailler ensemble, assurer les positions pour leur territoire et voter ensemble. Là, je pense que c'est ce qu'on peut, disons, tirer comme enseignement au-delà, disons, de la gesticulation, de l'art pour certains députés de se positionner de l'Assemblée. Mais nous allons y venir sur vos interventions concernant l'outre-mer, mais concernant justement ces mouvements d'humeur à l'Assemblée, liés à quoi d'après vous? Liés au fait que le président n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale? Il y a manifestement, chacun arrive avec une volonté de défendre, disons, sa circonscription, son pays, son territoire. Et nous, les ultramarins, nous avions, on pourrait le dire, mission donnée, nous sommes mandatés par nos territoires, vous n'êtes pas sans savoir, disons, le niveau de crise, le niveau de souffrance de nos territoires. Et un Parlement est là pour exposer, disons, ces difficultés-là. Et quand vous avez, disons, une majorité, même relative, qui ne vous entend pas, ici ou ailleurs, la ruralité c'est la même chose. Quand vous avez quand même des projets politiques qui n'intègrent pas les souffrances des territoires, vous êtes un peu gêné. Et moi qui suis membre de la commission des affaires sociales, et vous connaissez les soucis des hôpitaux en Guadeloupe, vous connaissez aussi la précarité, disons, la difficulté pour le monde du travail. Et quand vous arrivez que ce que vous entendez, c'est des pourcentages, des taux, on parle en chiffres, sans parler réellement de difficultés humaines,
Ça peut l'emporter, mais l'essentiel, c'est de travailler à ce qu'on vous entende. Il y a donc, pour résumer, un président qui peut-être oublie quand même qu'il a été élu de façon particulière, mais qui continue sa ligne sans entendre les résultats des élections législatives. Parce qu'il y a quoi? Il y a l'élection présidentielle et aussi l'élection législative. Il faut combiner les deux pour pouvoir, disons, porter réponse au territoire national et singulièrement au territoire ultramarin. Alors, vous arrivez à l'Assemblée, premier dossier important à défendre, ce sont ces soignants non vaccinés, un dossier qui a mis du temps pour être résolu, puisque ça a été résolu tout récemment. Comment vous-même aussi, vous avez vécu ça, parce que vous étiez sur le terrain avec les soignants parfois qui vous parlaient de leurs difficultés et que les choses n'arrivaient pas à progresser? Bon, écoutez, pour être vrai et franc, j'ai été rarement sur le terrain avec les soignants, mais j'ai écouté, on m'a appelé, j'ai été sur un piquet, on m'a expliqué, mais disons là-dessus parce que je savais que ça allait être quelque chose de très compliqué. Mais une fois élu en tant que maire Slam, une fois élu au niveau de l'Assemblée, je savais que là, il y avait matière à agir pour nous. C'était notre mandat. Et dès la première réunion que nous avons eue avec les cabinets, à la fois de la Première ministre, à la fois des Outre-mer, à la fois du Président de la République, tout de suite, j'ai posé le décor. Et j'étais, disons, sauf forfanterie, le premier à dire, voilà notre feuille de route. C'est les soignants, c'est l'eau, et c'est aussi les difficultés économiques. Voilà notre feuille de route. Et quand nous avons eu le fameux dîner aussi qui a fait couler tant d'encre sur nos attitudes, j'ai posé la question alors que je n'étais pas inscrit véritablement parmi ceux qui devaient avoir le micro. J'ai insisté et j'ai posé ce problème-là et je me suis autorisé à le dire à Madame la Première ministre un peu en aparté et à Monsieur le Président de la République. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est vrai que les choses ont pris beaucoup de temps. Il y a eu comme une volonté peut-être de nous punir, peut-être parce que peut-être nous n'avions pas voté, disons, dans ce que le national attendait. Nous avons par dépit, par réflexe de douleur, porté nos suffrages au deuxième tour, comme vous le savez, sur la candidate RN. Mais on n'a pas compris la position de la France, qui a tardé, mais vraiment tardé, et qui attendait d'avis en avis, et finalement ça se fait, comme vous le disiez à l'instant, très tardivement. Alors que derrière, il y avait la souffrance des gens qui ont perdu le travail. Mais il y avait un besoin pour les hôpitaux aussi de fonctionner. Bon, après, c'est vrai, nous avons eu sur nos territoires, disons, une approche qu'on peut dire particulière, mais qui est la nôtre. Et chacun, dans sa liberté, s'est positionné. Mais il était temps que le national puisse entendre que dans ce contexte particulier, tous les États avaient regardé la chose avec humilité et étaient revenus. La France a tout tardé, mais il y est parvenu quand même. Alors évidemment, il y a eu d'autres interventions sur d'autres dossiers, il va falloir nous en parler. Alors j'ai vu que j'ai suivi ces interventions, j'ai trouvé parfois virulentes. Vous pensez qu'aujourd'hui, pour se faire entendre à l'outre-mer, faire entendre les voix de l'outre-mer, il faut taper un peu plus fort, que ce soit Olivier Servat, je vous entends je crois que les autres de la Martinique. Oui, nous avons eu une séance de travail très dure, on va dire très humiliante. Ah, oui, parce qu'on a entendu quand le collègue Servat a eu une répartie un peu sèche, c'est parce que des choses, disons, de l'ordre de notre histoire ou de la condescendance, mais même de l'ordre du mépris, ont été exprimées. Et ce jour-là, nous avons fait entendre nos voix respectives, disons, avec vivacité et avec une certaine une demande de respect. Et je peux vous dire que depuis, les choses se sont un peu calmées. Car j'ai entendu un président de groupe dire « Jamais on n'avait assisté à ça. » Et il s'est passé quelque chose, il a dit, c'est ces termes, il s'est passé quelque chose à l'Assemblée ce soir-là. Nous avons rencontré Madame la Première ministre qui nous a promis d'intégrer dans les textes portés par les projets de loi, pour parler un peu technique, les projets de loi, d'intégrer les Outre-mer. C'est quand même curieux. Chaque fois qu'un projet de loi est porté, est présenté, il n'intègre jamais les Outre-mer. Et nous devons nous battre pour faire entrer les Outre-mer dans un projet de loi. Et quand vous arrivez à exposer les choses devant une assemblée qui méconnaît
ou qui connaît peu les Outre-mer, et ou parfois qui peut assimiler les Outre-mer à une unité, vous avez de grosses difficultés. Et là, moi qui, disons, toujours calme et avec la volonté de faire entendre mon pays Guadeloupe, je l'ai fait, disons, en pensant aux difficultés, en pensant à la souffrance, en pensant à l'atteinte et en pensant aussi que nous sommes dans l'espace républicain. Trop longtemps, la France nous a regardés et toujours en repoussant les choses, en faisant demain. Il y a manifestement eu absence d'une prise en main ou une prise en charge, disons, sérieuse des difficultés de nos territoires et surtout post-Covid. Alors, au moment où nous parlons, au moment où nous réalisons cette émission, pensez-vous que les choses ont avancé, les choses ont bougé à partir de vos interventions, de chacun, je parle des députés de Guadeloupe, de Martinique et de tous les autres, les choses ont avancé pour les Outre-mer. Il va y avoir bientôt une réunion avec la Première ministre qui va aborder aussi des problèmes de l'Outre-mer. Est-ce que les choses avancent? Les choses avancent. La prise en compte déjà n'a aucun intérêt. Nous sortons là d'une réunion avec monsieur le ministre des Outre-mer, où on doit préparer le SIOM. Nous avons laissé le président Losbar actuellement en audition. Il y a les arbitrages qu'on attend. Sauf que nous avons fait un travail au niveau de la Guadeloupe, un travail, on va dire, qu'on peut saluer, sur l'égide des deux assemblées, particulièrement sous l'égide du président Losbar. Nous avons travaillé, disons, à 153 propositions dans le cadre du SIOM. Des propositions à la fois alliant, disons, l'immédiat, le moyen terme et le long terme. Moi, je plaide, je connais un peu le SIOM, on a eu en 2009 un SIOM, on pourrait chercher les vrais résultats, mais il y en a eu, mais il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut donner des réponses sérieuses, concrètes à nos propositions actuelles là, mais il faut, je disais à monsieur le ministre ce matin, il faut une loi de programmation sur quelque temps, parce que les difficultés sont là. Elles sont inhérentes déjà, disons, à nos structures, disons déjà depuis le code noir, l'exclusive, on doit seulement commercer avec l'Hexagone. Il faut revoir la coopération de fond en comble. Il faut pouvoir commercer aussi avec la proximité. Donc la coopération est à revoir. Cela demande un certain travail et des études d'impact. La cherté de la vie. Je suis membre actuellement de la commission aussi pour la cherté de la vie menée par notre camarade Johnny Ajar. Bon, c'est un vrai exercice là, et vous avez l'impression que les uns et les autres n'ont pas envie de faire un effort pour regarder de façon objective ces prix-là et que nos territoires seraient, pardonnez-moi l'expression, comme des vaches à lait. Et chacun se cache, s'abrite derrière le secret des affaires. Donc on a pris les choses à bras le corps. Nous avons travaillé avec le collègue Serva sur la continuité territoriale. C'est quoi? Simplement, lorsque nous avions eu notre première réunion des parlementaires d'outre-mer en Guyane en janvier dernier, nous avons déjà amorcé, disons, ce travail qui est à faire sur la continuité territoriale. Quand on voit ce qui est donné à la Corse et ce qui est donné à la Guadeloupe et à la Martinique et à la Guyane, nous qui sommes un peu plus loin, plus éloignés, il y a manifestement là de l'inégalité. Il faut chercher à gommer cette inégalité et pour entrer dans l'équité. Donc, nous sommes entendus, nous croyons, mais nous sommes vigilants. Et nous concrétiser, par exemple, sur la continuité territoriale, est-ce qu'on va aboutir à quelque chose de, pareil, semblable à la Corse dont on parle souvent? Chaque territoire a on va dire, ses particularités. Ce qu'il y a, il faut qu'on regarde pourquoi la Corse a ce montant et nous avons seulement cela. Bon, on nous dit oui, mais il y a d'autres choses, l'aide aux fret, les compagnies aériennes, il y a d'autres choses. Et donc, il faut mettre à plat tout cela et regarder. C'est ça que moi je milite pour une mise à plat. La mise à plat aussi des exonérations fiscales et même sociales qui sont accordées au niveau des entreprises, voir ce qui est porteur, ce qui aide à régler le chômage véritablement. On peut pas traîner après nous. On parle depuis des années et le chômage il y a ce chômage-là alors qu'il y a des aides qui sont données. Donc faut maintenant, le temps est venu. Après la crise sociale que nous avons vécue au cours des 2 dernières années, 2020-2021, le moment est venu de véritablement
inférer sur la structure, regarder de façon structurelle notre économie. Et cela devra se faire avec les collectivités, les entreprises, les partenaires sociaux, et ce qu'on a tenté de faire déjà avec le SIOM. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Tout ne sera pas simplement dans un statut, dans des institutions, mais dans la capacité des uns et des autres à agir pour leur territoire, et nous aussi, à nous mettre au service de ce territoire-là, à nous entendre, à apaiser nos relations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient d'autres ordres, mais pour qu'on puisse enfin faire émerger ces territoires qui ont un potentiel énorme. Un potentiel en géothermie, un potentiel, disons, en biodiversité, un potentiel aussi dans les filières canne, aller plus loin que simplement le sucre. Dans les filières de la banane, regardez canne et banane, les résidus de canne et banane, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un aliment pour bétail? Il faut qu'on sorte un peu de la dépendance de l'Hexagone ou d'ailleurs. Cela, je pense, c'est ainsi qu'on va pouvoir créer de la valeur, de la plus-value en entamant véritablement déjà une consommation des sommes qui sont allouées. Déjà, sur l'agrotransformation, essayer véritablement d'avoir un projet. Et pour avoir de l'agrotransformation, il faut de la culture. Et pour avoir de la culture, il faut régler le problème de la chlordécone aussi, ou du chlordécone sur nos territoires. Ça fait beaucoup, mais quand il y a de la volonté, ça fait beaucoup. Mais quand il y a de la volonté, et que nous qui sommes un peuple sortant disons, des abîmes même de l'histoire, et qui avons tant donné par notre sang, ce qui nous reste à faire est important, mais si nous mettons ensemble, nous allons pouvoir avancer. Les élus de l'Assemblée nationale ont donné l'exemple de ce qui peut être fait. Il faut qu'on continue cette voie-là. Nous travaillons, nous, en Guadeloupe, avec nos collectivités. Il faut encore améliorer ces relations-là, mais c'est quand on sera un peu soudés. On parlera d'un même voix au niveau national que nous serons entendus et qu'il y aurait des réponses. Dans les temps qui sont difficiles, on ne pourra pas avoir tout et tout de suite. C'est pourquoi je prône pour une loi de programmation. Alors, je l'ai constaté aussi, est-ce qu'une volonté commune à l'Assemblée nationale, il y a une espèce d'harmonisation entre vous, hein, les élus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, hors étiquette politique, on va dire. Peut-être des communiqués communs. Oui, je pense que la Guadeloupe l'a fait. Et si vous voulez, je demeure sans prétention aucune, un peu le gardien de ce temple-là. On peut se parler. J'ai une expérience de maire, conseiller départemental depuis 2004. Disons, nous savons que si nous ne mettons pas ensemble, ça va être compliqué. Donc, on a un seul territoire. Nous n'avons pas, disons, à anticiper sur tel ou tel scrutin qui doit venir dans 5, dans 6, dans 10 ans. C'est le pays qui est important. Il nous l'a fait savoir, disons, par plus de 15 jours de manifestations violentes, inédites chez nous. Le moment est venu pour nous de regarder notre pays avant de regarder nos carrières respectives. Donc, un changement de paradigme, mais aussi une volonté de travailler, une volonté de participer concrètement à, disons, à la réduction des difficultés de notre territoire. Et vous allez continuer, je suppose, à intervenir au niveau de l'Assemblée sur tous ces dossiers dans les mois à venir. Hein, après. Oui, écoutez, comme je vous disais, c'est juste peut-être quelques heures ou oui, peut-être un jour ou deux là, que nous avons vécu notre première année, on va dire, en tant que parlementaire. C'est une découverte. Ça peut avoir aussi quelque de l'insatisfaction quand vous êtes aux commandes d'une ville, vous êtes dans du concret, vous réalisez des choses, vous avez un projet que vous menez vous-même. Quand vous êtes parlementaire, il y a d'autres, il y a d'autres qui votent, qui ne votent pas. Il y a le Premier ministre, il y a le président, mais c'est autre chose. Mais nous allons continuer à porter la voix de nos territoires pour ce qui permet de nous construire. C'est ça on peut pas avoir deux temps, un temps parlementaire, un temps dans nos territoires. Il faut avoir un seul temps, et ce temps-là, c'est de la conjugaison dans des choses, on va dire, acceptables et voulues
donné et demandé par la population. On devrait pouvoir, il faut être optimiste, on fait pas de politique, on porte pas, disons, un idéal, on porte pas un récit. Notre pays a de l'avenir, notre pays doit pouvoir avancer. C'est vrai qu'il se trouve à un carrefour. Ce carrefour-là, il faut bien l'aborder. Alors justement, on va parler, parce qu'il y a beaucoup de questions d'évolution statutaire aujourd'hui en Guadeloupe. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Je pourrais vous Il y a eu dire ce que congrès d'ailleurs. oui, Il y a quelques on jours. a eu un congrès euh, qui s'est déroulé de façon, ce qu'il faut mesurer, c'est pas tant la satisfaction des élus, des participants, mais comment notre population a réagi. Notre peuple a réagi avec, disons, une certaine sérénité, parce que c'est un congrès qui a été préparé avec l'ensemble des élus, et il y a eu un temps de préparation pour répondre aux urgences de nos territoires. Donc on a posé ce temps d'urgence et en exposant les 153 propositions. Et un deuxième temps où on va parler politique, on va parler évolution statutaire, c'est la loi qu'avait fait voter à l'époque le président Chirac, qui nous permet, disons, cette discussion. Mais allons-nous inventer le fil à couper le beurre? En 2019, nous avions eu un congrès qui avait donné la grande orientation. On sait que maintenant, il faut que nous ayons des experts, mais des experts véritablement, on va dire, libres, qui posent les études d'impact sur les orientations qu'on pourrait prendre, que nous allons nous-mêmes arbitrer politiquement. Et ce congrès ne pouvait déboucher sur autre chose que, disons, revenir sur les conclusions du congrès de 2019 qui était présidé par Madame Borel-Lincertin et avec son vice-président à ses côtés, votre serviteur. Donc cet engagement-là maintenant, il est là. On va s'y attaquer formellement, sauf que rien ne se fera sans l'avis du peuple. Et l'idée, c'est d'arriver à une espèce de loi pré-programme préparée et présenter cela à la population afin qu'elle sache sur quoi elle va voter. Je voulais poser la question dans l'hypothèse de référendum. Avez-vous une idée de la manière que la population pourrait s'exprimer? Il ne faut jamais prévaloir du vote de la population. Ceux et celles qui se sont vous parlez laissés... comme s'il faut préparer la population à la... Oui, mais il y a une explication. Il faut qu'on sorte de l'incantation, ce que nous savons. Et la population peut le partager et doit le partager. Et le partage avec nous, c'est qu'on ne peut pas. Du temps de M. Gelton Père, on disait déjà qu'il y avait un millefeuille, qu'il y en avait trop. On a ajouté quelque chose de tout à fait bizarre sur notre territoire. Ce sont les intercommunalités. Et ces intercommunalités qui ajoutent encore au millefeuille, le moment est venu d'optimiser, de rationaliser tout cela. Ça fait débat. Mais il faut optimiser, rationaliser. Après, il faut une gouvernance qui soit une gouvernance du pays. Nous ne sommes pas obligés d'avoir 1, 2, 3, 4 strates de pouvoir. Il faut qu'on s'y habitue, qu'on puisse, au moment où on demande la domiciliation du pouvoir, qu'on puisse être suffisamment fort et gérer dans l'intérêt du territoire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la loi organique, qui va à la fois définir les relations avec le national et qui va donner la distribution des compétences, des hauteurs de compétences et bien négocier aussi, disons, la compensation de l'État. On était avec le ministre tout à l'heure, je disais qu'on peut aborder ça un peu, disons, en phasant. En phase, un premier moment, c'est une gouvernance. Premier moment, une gouvernance. Deuxième temps maintenant, on va un peu plus loin. Et troisième temps, on verra si on peut véritablement arriver à ce que l'on aspire, à pouvoir diriger soi-même. Mais pour l'instant, il faut sécuriser la population et surtout lui dire, voilà, au moment où on va te dire sur quoi tu votes, voilà ce qu'on veut. Et il faut pas faire comme d'autres ont fait. Et vous avez pu voir d'autres peuples, d'autres amis, disons, d'autres outre-mer qui avaient évolué en 2004-2011, nous ont dit surtout pas, n'allez pas là. Ne faites pas comme cela. Alors la Guadeloupe peut-être a montré une espèce d'intelligence empirique, a vu, a entendu, a appris. Maintenant, on sait comment faire. Comment faire maintenant? Il y a théoriquement
une révision constitutionnelle qui devrait arriver. Avons-nous la majorité? Avons-nous, disons, un contexte politique pour le Congrès à Versailles? On n'en sait rien. Nonobstant tout cela, il y a à voir le cas de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a aussi à voir aussi si on peut obtenir à la fois la fusion ou l'interprétation des articles 73 et 74 pour trouver ce que Madame la Présidente Boel-Lincertin appelait un statut sui generis qui nous permettrait d'avoir ce que nous voulons pour nous au stade où nous en sommes avec notre histoire d'archipel, comment on peut avancer. L'idée, c'est d'avoir piloté de façon optimum des services publics en faveur de la population. Une toute dernière question. Élie Kalifer, maire de Saint-Claude, devenu député, d'autres ambitions politiques en tête? Vous savez, vous me connaissez depuis tantôt. Je ne savais même pas que j'allais être maire, disons, en 2003. Je le suis devenu et j'ai fait de mon mieux pour que, disons, mon passage pour la prise en main de cette ville-là soit une réussite pour la ville et une réussite pour l'équipe qui m'accompagnait. Et nous sommes assez fiers de voir ce que nous avons fait dans un contexte compliqué et difficile où il n'y a pas d'argent. Nous avons fait de notre ville une des villes les mieux gérées de la Guadeloupe et qui ne serait pas en déficit, qui n'est pas en déficit. Maintenant, député de la Guadeloupe, je ferai de mon mieux au service du pays Guadeloupe. Et oui, pour répondre de façon un peu simple, je vais là où me conduit ma destinée, ce que disons d'autres plus puissants que nous pourraient décider pour moi, je le ferai. L'essentiel, c'est de servir. Mais lorsque vous retournez en Guadeloupe, comment la population vous perçoit? Eh bien, la population nous exprime ses attentes, apprécier, il faut le dire, disons, nos expressions quant aux difficultés qu'elle avait sur l'hôpital, sur les... Bon, la population nous dit, il faut aller, bon voilà, on vous entend, on ne vous entendait pas avant, on vous entend, bon, moi je dis quand même, on entendait les autres, bon, vous êtes là, vous parlez maintenant, bon, bien, que voulez-vous, nous devons nous faire entendre. Le moment est venu où nous n'attendons pas de poste ministériel. Nous sommes là pour nos territoires, pour la Guadeloupe, pour les ruralités françaises, pour, disons, la nation, car nous y sommes toujours. Il faut, disons, mener ce combat-là, qui n'est pas facile, car nous sommes dans une minorité. Et ce n'est pas un travail facile, c'est presque la première fois que je me trouve dans des minorités. Merci à vous, Élie Kalifer, d'avoir participé à cette première émission. On voudrait savoir, je profite pour remercier notre partenaire Rive Retour et la personne d'Amélie Adélaïde qui a tenu à mettre ces locaux à notre disposition désormais, des locaux situés à quelques mètres du métro d'Aubenil, et ça nous permettra de réaliser diverses émissions, interviews avec différentes personnalités. Merci à vous d'avoir écouté et regardé cette première émission, et à très bientôt pour une autre émission de ce genre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.